les États membres de l'Union s'accordent sur la définition des menaces. Ils l'ont montré en adoptant la boussole stratégique au printemps dernier, en pleine guerre. En fait, elle a été validée en pleine guerre en Ukraine. Et ils ont, dans cette boussole, défini ensemble les menaces, et non seulement les menaces, mais la trajectoire pour se doter des instruments pour répondre à ces menaces. Deuxièmement, la réaction face à l'invasion de l'Ukraine a aussi montré la convergence en ce qui concerne la réaction, non seulement à la menace, mais à l'agression. Néanmoins, je crois que ce qui reste différent, c'est la perception, et notamment la perception à long terme. Et là, vous avez les pays fondateurs de l'Union européenne, de la communauté européenne à l'époque, qui ont monté un projet, une construction fondée sur la volonté de paix, de réconciliation entre les ennemis traditionnels qui étaient la France et l'Allemagne, et qui avaient ensanglanté l'Europe par leur guerre. Et les nouveaux États membres, issus du pacte de Varsovie ou issus de l'Union soviétique, qui sont venus pour renforcer une Union européenne contre l'ennemi traditionnel pour eux, qu'est la Russie, et qu'ils imaginent comme ennemi traditionnel encore dans l'avenir pendant des décennies. Et donc c'est là où il faut trouver une conciliation entre ces perceptions différentes. Je crois que c'est important pour que notre projet reste un projet de paix sur le continent européen, que permettrait l'évolution qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui, donc inenvisageable aujourd'hui, mais que permettrait l'évolution vers une Russie, avec une Russie qui cesserait d'être un agresseur et qui cesserait de prendre une approche anti-européenne comme elle est aujourd'hui, et de préserver un avenir qui reste celui de construction de paix sur le continent européen. Alors, l'Allemagne est clairement en marche vers une remilitarisation, même si peut-être le mot n'est pas le plus sympathique aux oreilles allemandes. Quand le chancelier annonce plus de 2% du produit intérieur brut allemand, qui s'ajoute en plus au paquet spécifique de 100 milliards d'euros qui a été adopté au printemps, on va donc avoir une Allemagne qui se dote de capacités militaires importantes, ce qui veut dire que l'Europe se renforce et se remilitarise, ce qui est une nouvelle importante et attendue d'ailleurs depuis longtemps, à la fois par les autres partenaires européens et de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est aussi le fait que l'Allemagne doit se sentir confortable dans la durée, au-delà de l'émotion actuelle qui l'a permise avec cette remilitarisation, en passant à 70-75 milliards d'euros de budget de défense, ce qui fait de l'Allemagne la première puissance militaire conventionnelle en Europe. Donc ça, il faut que l'Allemagne puisse vivre avec cette position qui est radicalement nouvelle dans l'équilibre européen. La nature de la coalition peut faire penser que justement, puisqu'elle est composée des partis qui étaient les plus réservés vis-à-vis de la défense, peut, si justement elle reste dans une approche, à mon avis, européenne, ce qui est absolument nécessaire, conserver cette volonté de renforcement du dispositif de défense. Mais ça dépend de ce que l'Allemagne va faire avec cet effort, avec ces crédits très importants, à la fois en termes de capacité militaire qu'elle développe, est-ce qu'elle va rester dans sa spécialisation qui était celle de la guerre froide, c'est-à-dire de guerre en Centre-Europe et donc essentiellement de moyens terrestres? Je n'y crois pas du tout. Je crois que de toute façon l'évolution technologique fait que ça n'a plus de sens d'isoler les différentes composantes. Deuxièmement, je crois que l'Allemagne, dans la durée, va au contraire chercher à se développer dans des domaines de très haute technologie qui sont d'ailleurs largement du haut, comme l'espace ou comme la robotique. Deuxièmement, est-ce que l'Allemagne va choisir de le faire sur étagère, c'est-à-dire essentiellement des achats hors d'Europe, notamment aux États-Unis? Est-ce qu'elle va choisir de le faire par elle-même, de manière assez nationale, avec ce qu'ils appelleraient un Alleingang, un cavalier seul allemand, ou est-ce que ça va être fait dans un contexte européen? Et à mon avis, cette durabilité et cette acceptabilité de l'effort allemand, qui est une grande nouvelle positive pour l'Union européenne, n'est assurée que si l'Allemagne fait le choix de le faire dans un contexte européen. Alors le chancelier l'a dit pour les projets franco-allemands. Moi, je suis convaincue qu'ils devraient s'inscrire le plus possible pour leur permanence dans des structures européennes. Et il faut aussi le faire dès maintenant et ne pas se dire on le fera plus tard, mais dès le court terme, de passer le plus possible à des acquisitions communes.
Alors, tous les commentateurs s'accordent à dire qu'effectivement, Poutine a réussi à renforcer l'OTAN de manière significative. Ce n'était pas nécessairement son intention initiale, à la fois en termes d'attractivité. Il suffit de voir la décision prise par la Finlande et la Suède, et la mobilisation accrue de moyens. Et il faut y ajouter l'inquiétude des pays de l'Union européenne qui se sentent menacés et donc qui cherchent la protection et la garantie américaine à tout prix. Donc un renforcement absolument incontestable. Je pense que c'est aussi un renforcement de l'Union européenne, dans la mesure notamment où, au-delà même des décisions concrètes qui ont été prises, par exemple sur le développement des capacités militaires et sur le fait d'exporter des armes, c'est que ça tue un tabou qui a longtemps été dominant dans certains cercles de l'Union européenne, à savoir que la défense est persona non grata. La défense, c'est le mal. Et donc, on doit ne pas permettre aux banques de prêter au secteur de la défense, ne pas encourager les jeunes à aller dans le secteur de la défense. Donc là, je crois qu'il y a un changement très important qui renforce toutes les politiques de l'Union européenne et le fait qu'elle puisse inclure pleinement une politique de défense. Maintenant, les deux ça doit absolument servir en fait les deux, parce qu'il y a une complémentarité entre les deux qui n'est pas que dans les mots et les déclarations politiques. Dans l'OTAN, vous avez une alliance militaire avec les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord et notamment les États-Unis. Donc ce qui est l'atout majeur de l'OTAN, la raison d'être de l'OTAN. Vous avez aussi de ce fait une sorte d'incertitude et de précarité qui est liée à l'imprévisibilité ou la faible prévisibilité dans l'action d'un allié comme la Turquie, ce qu'elle a montré récemment, et même d'un mandat présidentiel à l'autre de ce que seront les États-Unis et de ce que sera leur compréhension de la garantie de sécurité de l'OTAN, de l'article 5. Deuxièmement, que ça renforce l'Union européenne, c'est important parce que l'Union européenne n'a pas les moyens militaires outre-Atlantique, donc des États-Unis. Par contre, elle a la synergie avec toutes les autres politiques de l'Union européenne, notamment pour développer ses capacités militaires dans le domaine de la recherche, de l'industrie, de l'espace, et aussi d'ailleurs même face à une crise extérieure où elle peut combiner à la fois la force militaire, mais aussi le développement, l'aide humanitaire, ou par exemple face à la crise alimentaire mondiale, sa politique agricole est liée à la politique de développement ou sa politique de migration. Donc en fait la conclusion c'est que ça doit absolument servir les deux, et évidemment les États membres ou les alliés au sein des deux, et leur complémentarité.